Le général Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a récemment été au cœur d'une vive polémique en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, après des déclarations perçues comme hostiles à l'égard du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors d'une audition au Sénat américain, Langley a accusé ouvertement le président burkinabé d'utiliser les réserves d'or nationalisées, non pas pour le développement du pays ou le bien-être du peuple, mais pour renforcer son régime militaire. Cette prise de position, faite devant une instance étrangère et en des termes directs, a suscité l'indignation sur tout le continent africain. Pour beaucoup, cela représente une forme d'ingérence et une atteinte flagrante à la souveraineté nationale. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des manifestations populaires ont éclaté, dénonçant l'attitude jugée condescendante du général américain et par extension de l'Occident vis-à-vis des décisions internes africaines. Face à cette levée de bouclier, Langley a tenté de rétropédaler, affirmant que ses propos avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte. Il a précisé que ses remarques relevaient strictement d'un point de vue militaire et visaient à alerter sur les risques sécuritaires liés à une mauvaise répartition des ressources dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, cette explication n'a pas suffi à apaiser la colère. En effet, nombreux sont ceux qui considèrent que de telles déclarations n'auraient jamais dû être prononcées en public et encore moins dans un forum comme le Sénat américain. Elles trahissent une mentalité de domination encore présente chez certains responsables occidentaux, incapables de reconnaître pleinement l'autonomie décisionnelle des États africains. Cette affaire met donc en lumière une dynamique plus large, celle des tensions croissantes entre les nations africaines qui affirment leur souveraineté et les anciennes puissances coloniales ou impérialistes qui peinent à accepter cette nouvelle réalité. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré symbolise un vent nouveau, celui de la rupture avec les influences extérieures, la reprise en main des ressources naturelles et la reconstruction d'un État au service de ses citoyens. Ainsi, toute critique étrangère est immédiatement perçue comme une tentative de déstabilisation. La controverse autour des propos de Langley révèle donc bien plus qu'un simple malentendu. Elle illustre un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Occident où les peuples ne tolèrent plus les jugements extérieurs sur leurs choix souverains. La mission du commandement des États-Unis pour l'Afrique, mieux connue sous le nom d'AFRICOM, reste l'un des sujets les plus controversés dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. Présentée comme une initiative sécuritaire visant à aider les pays africains à lutter contre le terrorisme et à renforcer leurs capacités militaires, AFRICOM est souvent perçue par les populations africaines comme une structure floue, aux objectifs ambigus et parfois même contre-productive. L'intervention du général Langley lors de la conférence des chefs d'état-major africains au Kenya a ravivé ses doutes, notamment à travers son insistance sur la nécessité de bien utiliser les ressources nationales à des fins militaires, ce qui a été interprété par beaucoup comme une forme de diktat stratégique. Cette perception est renforcée par un paradoxe apparent. Bien que les États-Unis affirment ne pas vouloir établir une présence militaire directe sur le continent, AFRICOM multiplie les exercices, les programmes d'entraînement et les partenariats avec des armées locales. Officiellement, ces actions visent à renforcer les institutions militaires africaines. Mais dans la pratique, elles sont souvent perçues comme une façon de s'ingérer dans les politiques de sécurité intérieure, voire de sélectionner les partenaires politiques les plus favorables aux intérêts américains. Par exemple, de nombreux officiers africains ayant reçu une formation militaire de la part des États-Unis ont, plus tard, dirigé ou soutenu des coups d'État dans leurs pays respectifs, ce qui soulève des inquiétudes quant à la finalité réelle de ces formations. L'ambiguïté réside donc dans la double posture des États-Unis, celle de partenaires désintéressés d'une part et celle de stratège mondial protégeant ses propres intérêts d'autre part. Cette ambivalence génère un climat de suspicion. Nombreux sont les Africains qui considèrent que la mission d'AFRICOM n'est pas simplement de lutter contre le terrorisme, mais plutôt de sécuriser l'accès aux ressources naturelles stratégiques et de maintenir une influence politique sur les gouvernements africains. Cela devient particulièrement problématique lorsque les propos de responsables américains comme le général Langley sont perçus comme des tentatives de délégitimer des dirigeants populaires tels qu'Ibrahim Traoré, qui incarne justement une rupture avec les logiques néocoloniales. En fin de compte, tant que les objectifs d'AFRICOM ne seront pas clairement redéfinis dans un cadre de respect total de la souveraineté africaine, la méfiance persistera. L'Afrique réclame désormais une coopération équitable fondée sur des intérêts communs et non sur des rapports de domination camouflés derrière des discours sécuritaires. Le concept de souveraineté est au cœur des tensions qui entourent les relations entre l'Afrique et les puissances étrangères. Dans le cas du Burkina Faso, les déclarations du général Langley ont été perçues comme une remise en cause directe de ce principe fondamental.
En affirmant que les ressources du pays, notamment ses réserves d'or, devraient être davantage utilisées pour des efforts de lutte contre le terrorisme, l'anglais a semblé ignorer ou minimiser le droit absolu du Burkina Faso à décider de l'affectation de ses propres richesses. Même si ces propos étaient censés relever d'une analyse purement militaire, ils ont été interprétés comme une forme de tutelle, voire une tentative de pression déguisée. Or, les États africains modernes aspirent à une souveraineté pleine et entière, non seulement dans le domaine politique, mais également dans les sphères économiques, militaires et diplomatiques. Cette souveraineté implique le droit de choisir ses partenaires, ses stratégies de défense, ses orientations économiques, sans devoir rendre de compte à des puissances extérieures, aussi influentes soient-elles. Les déclarations de l'anglais ont donc réveillé des blessures profondes liées à des siècles de colonisation, d'exploitation et de paternalisme occidental. En outre, l'intervention de l'anglais lors d'une audition au Sénat américain, un organe législatif totalement étranger aux dynamiques africaines, a accentué l'indignation. En traitant des affaires internes du Burkina Faso devant un public exclusivement américain, le général a donné l'impression que le destin de l'Afrique pouvait encore se discuter sans les Africains eux-mêmes. Cette attitude a été jugée inacceptable par de nombreux observateurs africains qui y voient une négation pure et simple du principe même de souveraineté populaire. Pour les Africains, la souveraineté ne se limite plus à un mot inscrit dans les constitutions. Elle devient un cri de ralliement, une exigence politique, sociale et culturelle. Elle s'incarne dans des figures comme Ibrahim Traoré, qui ose remettre en question les logiques d'alignement systématique sur les puissances occidentales et cherche à instaurer un nouveau rapport de force basé sur la dignité et le respect mutuel. Toute tentative d'imposer un point de vue extérieur est désormais perçue comme une provocation, une régression historique que les nouvelles générations refusent catégoriquement. La souveraineté africaine n'est plus négociable. L'un des aspects les plus controversés de la présence militaire occidentale en Afrique concerne les programmes de formation destinés aux forces armées locales. À première vue, ces formations peuvent sembler bénéfiques. Elles offrent un renforcement des capacités, une meilleure coordination opérationnelle et parfois des équipements modernes. Toutefois, un examen attentif révèle une réalité bien plus troublante. Un nombre croissant de dirigeants issus de coups d'État militaires en Afrique ont reçu une formation aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays occidentaux. Cette corrélation soulève des interrogations inquiétantes sur les véritables objectifs et les effets involontaires de ces programmes. Le cas du Burkina Faso, entre autres, illustre parfaitement cette problématique. Les critiques soulignent que des officiers bien formés, souvent perçus comme proches de l'Occident, prennent parfois le pouvoir par la force après avoir rompu avec les autorités civiles. Ce phénomène affaiblit les institutions démocratiques et alimente un cycle de violence, d'instabilité et de méfiance. Il devient alors difficile pour les populations de distinguer entre une formation destinée à renforcer la sécurité nationale et une formation utilisée comme levier d'influence politique par des puissances étrangères. De plus, ces formations s'accompagnent rarement d'une véritable responsabilisation locale. Les soldats formés à l'étranger peuvent revenir avec des tactiques adaptées à d'autres contextes, mais déconnectées des réalités sociales, économiques et culturelles de leur propre pays. Cette inadéquation peut entraîner des dérives, notamment en matière de répression, de violation des droits humains et de rupture entre l'armée et la population. Face à cette situation, de nombreuses voix africaines s'élèvent pour réclamer une refonte complète de la coopération militaire. Il ne s'agit pas de rejeter toute collaboration, mais de s'assurer qu'elle serve véritablement les intérêts des peuples africains, et non ceux des puissances extérieures. Cela passe par une transparence accrue sur les contenus des formations, un contrôle parlementaire national et surtout une stratégie sécuritaire pensée par et pour les Africains. Un autre point de discorde majeur dans la perception de la présence américaine en Afrique concerne la question des ressources naturelles. De nombreux Africains estiment que les États-Unis, tout comme d'autres puissances occidentales, ne sont pas en Afrique pour des raisons purement humanitaires ou sécuritaires, mais avant tout pour protéger et garantir leur accès aux richesses stratégiques du continent. L'or, le pétrole, le coltan, le cobalt, l'uranium, tous ces minerais précieux attisent les convoitises internationales. Et certains analystes considèrent que les discours sur la sécurité régionale ne sont souvent qu'un prétexte. Dans ce contexte, les propos du général Langlais, en insistant sur la manière dont le Burkina Faso utilise ses réserves d'or, ont été perçus comme révélateurs. Pourquoi un responsable militaire étranger se permet-il de commenter l'utilisation d'une richesse nationale burkinabé? Pourquoi cette obsession sur l'or, si ce n'est parce qu'il représente un intérêt stratégique pour les États-Unis? Ce type de posture renforce l'idée que l'Amérique agit moins comme un allié que comme un gestionnaire de ses propres intérêts géoéconomiques, prêt à influer sur les décisions des États africains pour en tirer un avantage. Par ailleurs, cette perception est amplifiée par une mémoire historique encore vive.
celle de la colonisation et des pillages de ressources, sous couvert de coopération. Aujourd'hui, de nombreux Africains voient, dans les interventions militaires, les contrats miniers et les partenariats stratégiques, une répétition de ce schéma ancien, mais modernisé. La différence, c'est que les peuples sont désormais informés, organisés et capables de dénoncer ces pratiques. Pour rétablir une relation de confiance, les États-Unis devront aller bien au-delà des déclarations officielles. Il leur faudra prouver concrètement qu'ils soutiennent les initiatives de développement autonome sans chercher à dicter ou contrôler. Car tant que l'Afrique sentira que ses partenaires ne respectent pas sa souveraineté économique, elle se tournera vers d'autres alliés, Chine, Russie, BRICS, prêts à nouer des liens moins intrusifs et plus équitables.